Françoise Gatel, sénatrice UDI d'Ille-et-Vilaine, auteure de la proposition de loi sur l'encadrement des écoles privées hors contrat. Oui, Françoise Gatel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, il faut savoir qu'une école privée hors contrat ne reçoit aucun argent public. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Oui. Les professeurs ne sont pas payés par l'État. Dans ces écoles, on n'est pas obligé de suivre les programmes de l'éducation nationale, mais l'éducation nationale peut envoyer des inspecteurs pour voir ce qu'on enseigne. Et parmi ces écoles, il y a des écoles confessionnelles, musulmanes, juives, catholiques, et des écoles enseignant des pédagogies alternatives. Et je pense à Montessori, je pense à Steiner, par exemple. Il y en a d'autres aussi. Oui, tout à fait. Il y a toutes sortes de pédagogies alternatives, mais il y a aussi des écoles bilingues, notamment dans ma région, en Bretagne, avec le réseau Diwan, par exemple. Voilà. En 2017, 150 nouvelles écoles hors contrat ont ouvert. C'est énorme, ça. 150 nouvelles écoles ouvertes en 2017. Absolument. En 2010, il y avait 800 établissements et en 2017, 1300 établissements privés hors contrat. Donc il y a une explosion. Donc il était temps d'adopter un texte de loi qui a été donc adopté par le Parlement, c'est-à-dire adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi que vous avez faite et sur laquelle vous avez travaillé, qui renforce l'encadrement des écoles privées hors contrat. Le texte était soutenu par le gouvernement, c'est cela, hein ? Absolument. Le texte était soutenu par le gouvernement, ce qui a permis de faire prospérer, comme l'on dit, cette proposition de loi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pourquoi ce texte ? Que dit-il ? Texte qui, je le précise, n'a pas été adopté par les députés de la France Insoumise qui ont voté contre et par certains socialistes qui, au Sénat, ont voté contre. Et les socialistes aussi. Et communistes. Voilà, qui ont voté contre. Absolument. Que dit ce texte, votre texte ? Alors, ce texte, il permet de faire évoluer le régime d'ouverture d'école qui date de 1850 ou de 1919. Dans notre pays, il y a ce qu'on appelle une liberté d'enseignement. Donc, chacun peut ouvrir une école, voilà. Et il est plus facile d'ouvrir une école qu'un bar ou un pressing. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Oui. Et toutefois, il y a une obligation pour ces écoles hors contrat d'instruire les enfants pour permettre qu'à 16 ans, à la fin de la scolarité obligatoire, ils maîtrisent les fondamentaux pour permettre à ces enfants de rejoindre un lycée public. Voilà. Alors, le texte prévoit un dispositif de déclaration pour ouvrir un tel établissement sous l'égide de l'autorité académique chargée de transmettre le dossier au maire, au préfet ou au procureur. Ça veut dire qu'il faudra obtenir une autorisation pour ouvrir, quoi. Alors, ça n'est pas une autorisation. C'est comparable à la liberté de la presse. On peut ouvrir une école, donc on exerce cette liberté. Toutefois, l'État a un devoir de protection des enfants et de sécurité. Il faut que les locaux soient sécurisés par rapport à des risques incendie, il faut qu'il y ait de l'accessibilité, et puis quand même, on instruit des enfants, ça n'est pas rien, donc il faut qu'on s'assure aujourd'hui que les enseignants, le directeur respectent les règles de la République, et qu'en tout cas, leur profil et leurs compétences soient conformes, en tout cas n'enfreignent pas à l'ordre public, ce qui n'existait pas auparavant. Oui, les services de l'éducation nationale devront prévenir les autorités s'il apparaît, entre autres, que l'enseignement est contraire à la moralité et aux lois. Ça veut dire que l'établissement ouvert sera contrôlé régulièrement. Absolument, ce qui n'était pas le cas. Les contrôles étaient possibles, mais aujourd'hui, il y a à peine un quart des établissements qui sont contrôlés. Et on a des exemples d'écoles dans lesquelles il y a eu des vraies déviances de nature, d'embrigadement, mais il y a aussi des écoles qui peuvent avoir des enseignements révisionnistes. On va expliquer que Pétain a sauvé la France en 1940. Voilà, il y a des choses parfois un peu étranges. Ces établissements sont peu nombreux, ces établissements un peu déviants, mais il faut qu'on puisse contrôler ce qui s'y passe dans l'intérêt des enfants. Vous ne pouvez pas laisser votre enfant sans savoir ce qui se passe dans une école pendant des années. C'est le devoir de l'État. Oui, alors il s'agit aussi, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le texte a été soutenu par le gouvernement, de lutter contre la radicalisation et l'embrigadement, notamment islamiste.
Absolument, puisque le gouvernement a intégré cette loi dans son plan de lutte contre la radicalisation. Oui. C'est un des éléments du plan. Cette loi, elle n'est pas faite pour éradiquer l'islamisme, mais je pense que le gouvernement a une volonté de prendre à bras-le-corps dans toutes les sphères de la société la lutte contre le radicalisme, et l'école, y compris l'école privée hors contrat, fait partie de ces sphères dans lesquelles l'État doit être vigilant. Alors, j'ai vu la colère des écoles privées de langue régionale, et notamment bretonne, enfin la colère du député breton, par exemple, Marc Le Fur, qui est les Républicains, qui juge scandaleux de comparer ceux qui défendent les langues régionales à des terroristes. Alors, j'ai beaucoup entendu Marc Le Fur, qui a une voix de stentor quand il est offusqué. Il a effectivement, à un moment, cru que dans la conversation, un député qui parlait des réseaux confondait ou assimilait les réseaux d'écoles bilingues d'Iwan, comme nous avons en Bretagne, qui est un réseau assez remarquable, très laïque et républicain, à des réseaux islamistes, qui est une école dans laquelle il y avait des vraies déviances et que l'État a eu du mal à fermer, qui était un réseau. Voilà. Donc je pense que M. Le Fur a largement défendu, et très bien, la cause des écoles bilingues bretonnes, mais qui n'ont rien à craindre de ce texte. Voilà, je les rassure. Françoise Gatel, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles en France qui enseignent en brigade au nom d'un islam extrémiste? Franchement, alors, ça existe? Alors moi, je ne sais pas à partir de quand on va considérer que c'est un phénomène réel. C'est une réalité qui avait été mise en évidence d'ailleurs en 2007. Il y a des écoles qui radicalisent les enfants. On peut parler... On va être très clair. Il y en a, c'est extrêmement marginal, encore une fois, mais la marginalité n'est pas tolérable quand il s'agit d'islamisme. On a l'exemple d'une école, et je peux la citer, elle a fait l'objet de décisions de justice. C'est l'école Al-Bader à Toulouse, qui s'est ouverte en 2013, une centaine d'enfants de primaire. Voilà, donc c'est un âge où les enfants sont plus malléables. Il y a eu des tas de volontés de la mairie, du recteur et du préfet de vouloir fermer cette école. Le tribunal correctionnel a décidé de fermer l'école, et le tribunal administratif a considéré que les motifs donnés par la recteure étaient insuffisants, parce que les motifs de fermer l'école datent de 1919, et on a deux motifs, c'est l'hygiène et les bonnes mœurs. Donc, Monsieur Bourdin, peut-être pouvez-vous définir ce que sont les bonnes mœurs en 2018, mais devant un juge, comment un recteur peut aller demander la fermeture d'une école au nom des bonnes mœurs. Donc nous, on introduit l'ordre public. L'ordre public. Là, c'est intéressant. Voilà, et ça veut dire que ça couvre des champs suffisamment larges pour rassurer les parents.